l'industrie a fait une petite place à une ONG qui ne mâche pas ses mots. Si vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années, vous avez vous-même mangé du travail des enfants, de l'esclavage. Ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants, c'est-à-dire des produits chimiques très dangereux, des machettes, des poids très lourds. Les industriels se sont mis en tête de prouver qu'ils voulaient aussi sauver la planète et garder les mains propres. Et surtout, qu'ils n'avaient plus rien à cacher. Les industriels ne sont absolument plus dans le déni. La déforestation, le travail des enfants dans les plantations, tout ça, c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients. Et je vous assure qu'ils se donnent aussi vraiment du mal. Comment s'appliquent ces bonnes intentions? Et à quoi ressemble le droit chemin quand on prend vraiment la route? Voici le port d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pays produit 40% du cacao de la planète. C'est le premier producteur mondial. Pas de Côte d'Ivoire, pas de chocolat. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de plantation géante contrôlée par les multinationales. Le cacao est cultivé par des centaines de milliers de petits producteurs dans des petites parcelles isolées. Le travail des enfants est sévèrement réprimé, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Mais il est difficile à identifier. Nous sommes partis vers l'extrême ouest du pays, à 8 heures de la capitale, vers les grandes forêts. 40% du cacao ivoirien vient de là maintenant. Ici, les enfants se cachent parfois quand ils voient nos caméras. Monsieur, tu dis à l'enfant de fuir, c'est pas bon. Comment c'est toi qui vas aller au champ? Alors pourquoi tu lui dis de fuir? Nous avons quitté la route depuis longtemps. Et même les pistes commencent à ne plus ressembler à des pistes. Nous arrivons dans un autre monde. Le village est encore à 5 km, ça fait. Et sur la droite, ça passe pas, c'est pour les motos. Quand les camions survivent à la boue, ils peuvent se trouver confrontés à d'étranges miliciens. On les appelle les dozos. Ils affirment remplacer la police. Ils prélèvent de l'argent sur tous ceux qui passent. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du Libéria, dans une des dernières forêts classées, protégées d'Afrique de l'Ouest, pour ce qu'il en reste. Les arbres sont devenus de grands squelettes blancs. Ils ont été détruits pour céder la place au cacao. Tout le vert qu'on voit au pied des bois blancs, ce sont des plants de cacao. Des plantations illégales. Mais la loi n'est pas arrivée jusqu'ici. Au bout de 4 heures de piste, nous atteignons un campement clandestin. Nous pénétrons une zone de non-droit. Il ne faut surtout pas dire que nous sommes journalistes. Au fond de la forêt, tout le monde est méfiant. Nous sommes accompagnés par un Ivoirien, membre d'une ONG. Dans le campement vit une quarantaine de personnes, dans des cabanes, que des hommes et des enfants. Ils boivent l'eau d'une rivière et mangent les bananes et le manioc qu'ils plantent dans la forêt. Le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux. Ici, un travailleur sur 3 est un enfant. Ces très jeunes gens ne sont pas ivoiriens, ce sont tous des migrants. Ils viennent du Burkina Faso, le pays voisin. Là-bas, il ne pleut plus. Ils vivent dans la forêt depuis des années, avec la malaria et la pluie. Armé d'une machette, Draman coupe en deux les cabosses de cacao pour en extraire les fèves. C'est un travail dangereux, théoriquement réservé aux adultes. À l'école, t'as pas envie d'aller à l'école? Bon, moi. Hein? Et bon, madame, tiens. Tu vois là, vraiment.
l'a abandonné. Ses parents n'ont pas eu de mots pour le soutenir. Et alors comment tu es venu ici? Ouais, ben, il avait son grand-père. Boubacar est le plus petit du camp. Toi, pareil. L'école, ça t'intéresse? On chauffe beaucoup. On dort en bas de les bois. On va dans les maisons, bien pour les moustiques, pour tout ça là. En fin d'année, tu tombes malade, tu dois partir à l'hôpital, tu dois dépenser. Donc, fais compte quand tu vas tout calculer. Tu peux garder. Mais comme on n'a rien à faire, c'est pour avoir à manger seulement, c'est ça. Théoriquement, cette forêt devrait être sillonnée et protégée par les autorités ivoiriennes, notamment le service des eaux et forêts. Vous voyez jamais les agents des eaux et forêts, la seule fois? Je passe, mais ils ne les amènent pas. Ici, le gouvernement affirme recenser les planteurs. Ensuite, ils devraient être déplacés et concentrés dans des zones dédiées exclusivement au cacao. 40% de la forêt sera sacrifiée pour pouvoir sauver le reste et permettre de redonner vie à la forêt, si c'est encore possible. Tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants. Ils sont là depuis des années, prisonniers de la forêt. C'est le cas d'Aziz. Les parents sont restés là-bas? Ils sont à Burkina. Burkina? Tu les vois pas? Ouais, je ne les vois pas. Depuis 6 ans comme ça. Je n'ai jamais vu mon père. Tu es arrivé à 15 ans? Ouais, ça peut pas arriver là. Non, tu es arrivé à 15 ans? Ouais. Maintenant, tu es 15 ans. Voilà, c'est 21 ans comme ça. Ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents. Il y a beaucoup de souffrance. T'es retourné au Burkina ou jamais? Non, je n'ai pas encore retourné. Ouais, depuis quand je suis venu là, je n'ai pas encore retourné. Parce que c'est cette année-là que j'ai eu l'argent. J'ai commencé à gagner l'argent. Voilà le secret le plus sombre des plantations clandestines du cacao. Aziz vient de travailler 5 ans gratuitement. Et cette année, pour la première fois, son patron lui a donné une petite parcelle de cacao. Il a pu vendre ce cacao et enfin toucher un peu d'argent. Travail contre nourriture, puis paiement en nature. Nous découvrons que le système est généralisé dans les champs du Rwanda. Ali vient de recevoir la première parcelle de son patron. Il ne te donne pas l'argent. Ici? Non, il ne me donne pas. Il n'est pas me donné, j'ai travaillé jusque là. Il dit voilà pour toi, j'ai travaillé. Il m'a donné. Donc tu as travaillé gratuit pendant 6 ans. Voilà. C'est comme du travail esclave, ça. Hein? C'est comme du travail esclave, ça. Oui, c'est comme déjà, mais comme tu voulais pour toi. Mais c'est pas vraiment ça pour toi. Non, c'est maintenant ça produit. Parce que j'avais un sac de mie cette année-là. Un sac et demi, c'est 180 kilos de cacao. 210 €. C'est désormais ce qu'Ali va gagner chaque année. Et il a déjà des dettes. Il est pris au piège. Un peu plus loin sur la route, nous croisons un enfant qui vient à peine d'arriver du Burkina Faso. Oulisha. Il est au début de ce long parcours. Ah, peut-être qu'il l'a envoyé ici. Est-ce qu'il peut nous dire combien il Il va le payer. Il va le payer. Ah ben, c'est s'il travaille, il va lui donner après une autre portion pour lui-même. Donc, ce qu'il fait actuellement là, tout ce qu'il fait là, c'est comme tout sera comptabilisé, c'est gratuit, mais ils vont lui donner une portion de terre après. Quel est ton âge? À Saint-Guiguri. Je ne connais pas son âge. Ok.
Où est ça, ben? Où est-ce avec l'eau tient. La ville de Guiglo se trouve à 40 km de la forêt. C'est là que débarquent les enfants du Burkina. Ils sont vendus par leurs parents pour aller travailler dans le cacao. C'est à la gare routière que les trafiquants opèrent. Pour pénétrer ce réseau, l'humanitaire ivoirien avec qui nous sommes va se faire passer pour un cultivateur. Regarde là-bas, tu vois les cars qui sont garés là-bas. Il y a plus de gars, mais c'est la plus importante qui est là. D'accord, donc vous allez leur demander quand arrivent les jeunes, les enfants du Burkina. Voilà. À quelle heure les cas arrivent, et puis bon, est-ce que je peux avoir des gens pour travailler pour moi, ou bien quelle est la situation, tout ça quoi. Nous avons le nom du chef de réseau qui coordonne le trafic dans la gare. Nous voulons 3 enfants pour les faire travailler quelques années sans salaire. Nous avons posé une caméra cachée. C'est un notable reconnu de la communauté burkinabé. Moi, t'es un Bruce. Il faut le faire confiance. Moi, tu veux En tout cas, il faut faire. Moi, je suis prêt pour ça. Tu n'as pas mangé trop content. Si tu n'as pas d'enfant à ta travailler, moi, je vais venir faire tout pour moi. Moi, je suis content. Donc, tu es content. C'est toi, tu vas gagner. Il y a prévu au moins 200 000 parents. 200 000 travaux les parents. Voilà. Mais là, il peut faire combien de temps, moi? Il peut faire 3 ans, 4 ans. Ah, là-bas. 2 ans, je peux faire 3 ans. Moi, je peux avoir 200 000. Là-bas, il ne faut pas gâter. Et tu veux, c'est pas la même chose. Chacun n'a pas le même prix. Oui. Après le mouton, c'est pas le même prix. Tu fais des bois café. Comme je appelle les enfants là, tu vas t'appeler. Les enfants là vont m'appeler tout de suite. Les enfants là vont t'appeler tout de suite. D'accord. 200 000 francs CFA, c'est 300 €. Le prix d'un jeune esclave pendant 3 ans. Pendant que notre ami prend un café, le chef du réseau va passer quelques coups de fil. En fait, il appelle ses hommes dans la forêt et il apprend que des journalistes s'intéressent aux plantations clandestines. Il va jouer la surprise, voire le déni, mais il est inquiet. Quelqu'un d'autre t'a parlé, dit qu'il y a des gens qui viennent là-bas encore, un groupe d'Adama, avec ils sont là pour venir visiter les coins, pour faire des journalistes. Non, dit chez vous. Moi, je dis chez vous. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis chez vous, hein. Moi, je dis ça là. Moi, je dis quelqu'un de me dit que là-bas, avec les gens. Non, moi, je dis chez vous. Les gens ne disent pas la vérité là. Oui, ça c'est vers où ça? Et ça on a fait vers où? Nous découvrons que nous étions surveillés sans cesse. Nous avons été démasqués. Le ton a changé. Le chef du réseau n'est plus trop chaud pour nous avoir dans les parages. Il a soudain oublié quand vient le bus. Il n'y a pas de cas qui vient jeter. Non, même tu peux bâtir. Nous ne pourrons pas filmer la vente des jeunes recrues. Nous savons juste que les enfants arrivent dans des bus orange depuis le Burkina. Nous en croisons sur la route. Notre ami en arrête un. Il y a effectivement quelques adolescents au regard inquiet. Combien d'entre eux vont se retrouver dans la forêt? Sans parents, sans école, sans hôpitaux. Personne ne va s'inquiéter du danger auquel ils vont être exposés. Et notamment le plus grave et le plus invisible à long terme, celui des produits chimiques. Tu travailles dans le cacao? Oui. Nous croisons de manière répétée des enfants, parfois très jeunes, avec des pulvérisateurs sur le dos, en chemin des plantations. Quel est le produit qu'ils pulvérisent? Mais ça, c'est pas bon, c'est pas dangereux pour toi. Mais après, tu ne tombes pas malade. Mais c'est quel produit que tu mets dedans? C'est ça qui est tête rouge là, le produit là. Tête rouge. Et tu les aimes quoi?
Tête rouge, c'est juste la couleur du bouchon. Il est vendu partout en lisière de la forêt. Il n'y a pas le nom de l'herbicide sur la bouteille. Ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est chinois. Nous allons pousser plus loin dans la forêt sur les traces de ce produit. On ne sait pas. Jusqu'à trouver un nouveau campement clandestin où nous allons enfin comprendre comment la forêt meurt. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer herbe. Pour tuer herbe. Voilà. Vous tuez d'abord les herbes et vous plantez le cacao. Voilà, c'est comme ça. Donc on prend, on met au dos, on met un médicament et puis on pompe. Et tous les jeunes qu'on voit avec ça, là, dans la brousse, Oui, oui. c'est le même produit. Oui, oui. C'est du glyphosate. Vous connaissez le glyphosate? On connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Seulement qu'on tue les herbes et puis on plante le cacao. Le glyphosate est un herbicide dangereux, cancérogène probable d'après l'OMS, et surtout terriblement agressif pour la végétation. Et personne ne vous a dit ce que c'était, si c'était dangereux ou pas? On ne nous a jamais dit ça. Que c'est dangereux, que ça peut tuer, on ne nous a pas dit ça. D'accord. Mais quand vous voyez le petit bonhomme avec les protections comme ça, vous ne vous dites pas... Bon, on sait qu'il faut te protéger avant de pomper, mais comme on n'a pas de protège, on est obligé de pomper comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que le cacao, il avance? Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est quand tu tues et que tu plantes le cacao, herbe là, ça ne vient pas vite. Ça veut dire que le cacao là, ça pousse. Voilà, ça développe avant herbe. Et comment vous faites pour que les arbres ils soient tout blancs comme ça? Les arbres, ça là, Ouais. on met feu. Ouais. On met feu. On met le bois sec à côté du bois et puis on met feu. C'est feu là qui brûle. Ah, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et après, vous avez plus de place pour le cacao. Voilà. Depuis 25 ans, près de 90% de la forêt ivoirienne a disparu. Elle a été en grande partie remplacée par le cacao. Le cacao dévore la richesse des forêts et puis il les détruit. Cette disparition a un impact sur le climat global de la planète. Moins de forêts, c'est moins de pluie. Cette région, de plus en plus appauvrie, les planteurs devront l'abandonner dans un futur de plus en plus proche. En une semaine à peine dans la forêt du Boindébé, nous avons découvert tous les crimes que l'industrie s'est engagée à éradiquer. L'esclavage, le travail des enfants et la destruction de la nature. Pourtant, chaque jour, des dizaines de tonnes de ce cacao rentrent dans un circuit commercial normal. Un cacao acheté par des pisteurs qui n'aiment pas beaucoup être identifiés. Où vont-ils? Qui achète ces sacs? Ils sont d'abord déchargés dans des magasins en lisière de forêt. Ici peut aboutir le cacao légal, aussi bien que celui des clandestins. Les sacs de cacao des planteurs sont ouverts et le cacao est mélangé devant le magasin. Il n'y a aucun signe distinctif sur les sacs. Pas d'étiquette. Ils sont intraçables. Nous apprenons que parmi les magasins présents à la sortie de la forêt, l'un d'entre eux a subi une enquête. L'entreprise s'appelle Copaweb. C'est l'une des plus importantes dans la région. Elle affiche un label Fair Trade. Pas de travail des enfants, ni de déforestation. Des inspecteurs de Fair Trade sont venus quelques mois auparavant. C'est rarissime. Ils n'ont pas rendu public leur rapport, mais la certification éthique de Copaweb a été suspendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre présence inquiète beaucoup de gens. Vous êtes certain que quand ces camions arrivent avec des dizaines et des dizaines de sacs comme ça, là, comme on voit là, vous êtes certain qu'il n'y en a aucun qui vient de la zone où il y a travail des enfants, déforestation. En fait, le travail des enfants, il y en a partout, à peu près. Soyons clairs, on en a vu en dehors de la zone, dans la zone, partout. En fait, c'est une région massive. Parce que le problème aussi, il ne sait pas qu'est-ce que vous appelez travail des enfants. Un monsieur, aujourd'hui dimanche,
qui est avec son enfant au champ, est-ce que c'est le travail des enfants? Non. Non, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Mais quand c'est un petit Burkinabé qui est là depuis 5 ans et c'est le travail des enfants, quoi. Bon, c'est bien là, parmi nos membres, j'ai pas encore entendu que certains emploient ce genre d'enfants-là. Comment vous vérifiez? Chaque année, on fait des inspections auprès des producteurs. Mais CopaWeb ne peut pas nier qu'ils achètent aussi du cacao illégal. Celui qui vient des plantations clandestines, à l'intérieur des forêts classées. La relation commerciale qui existait avec ces personnes du classé ne sont pas nombreux. C'était minime. Ils sont minimes. En fait, CopaWeb n'arrive pas à savoir exactement où sont tous ses fournisseurs. Et comment pouvoir savoir aujourd'hui que c'était réellement à l'intérieur ou pas? C'est avec la position GPS, mais qui peut nous aider à le faire? C'est les structures étatiques. Vous savez comment ils font au Ghana? Au Ghana, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et au Ghana, il y a un code barre avec une identification GPS sur chaque sac appartenant à un producteur. Ça peut marcher. Mais est-ce que vous pouvez faire ça aussi? Donc, s'ils arrivent à le faire, c'est qu'on peut le faire en pratique. La chaîne du cacao est loin d'être transparente. Difficile de savoir d'où il vient et surtout où il va. Le cacao, quand il passe par vous, il va où? À San Pedro? Comment ça se passe? Qui achète? Ce sont les exportateurs. Les exportateurs. D'accord. C'est genre quoi, Nestlé, machin? C'est les exportateurs qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Le gérant de CopaWeb ne nous dira pas à qui il vend son cacao. C'est une indiscrétion d'un chauffeur qui nous l'apprend. C'est pour Cargill, non? C'est pour Cargill, cela hein? Oui, c'est Cargill. Les deux? CopaWeb est le fournisseur exclusif de Cargill. La multinationale est inconnue du grand public. C'est un géant américain de l'agroalimentaire. Ils achètent du cacao et le revendent à toutes les grandes marques de chocolat. Dans sa communication, Cargill s'engage à protéger les forêts et à combattre le travail des enfants. Cargill donne très peu d'interviews, mais devant les éléments que nous détenons, ils acceptent de s'expliquer. Est-ce que vous envoyez des gens, des agents, dans ces coins pour voir ce qui s'y passe? Parce que nous, on est resté quelques jours à peine. Et on voit des enfants en bord de route qui travaillent avec des machettes. On les voit désherber avec des herbicides dangereux, etc. Ils doivent le voir, vos agents. Le travail des enfants, c'est quelque chose que nous essayons d'éviter à tout prix dans les coopératives qui sont certifiées, qui font partie de notre réseau de développement durable. Comment vous savez que cette entreprise, CopaWeb, comment vous êtes sûr que le cacao qui vous livre dans les sacs ne vient pas des forêts classées où, en gros, c'est une zone de non-droit où le pire arrive? Nous avons mis en place un système assez robuste qui nous permet d'identifier le producteur avec qui nous travaillons, parce que ce producteur est géolocalisé avec un code barre. Et donc, nous prenons toutes ces informations dans une base de données qui nous permet donc de relier le produit avec le producteur. D'accord. Mais excusez-moi, moi j'ai passé une semaine dans ce coin-là, je n'ai pas vu un sac avec un code barre. Et CopaWeb n'a pas un sac avec un code barre. C'est une information qui ne correspond pas à l'information que j'ai. Et donc, c'est étonnant parce que je me posais la question. Je me dis, au Ghana, ils font ça pour savoir d'où viennent les sacs. Ouais. Et il m'a dit, si le Ghana le fait, il faudra bien qu'on le fasse un jour. C'est bizarre. Texto, il me dit. Je vais vous retourner parce que je n'y suis pas allé. On ne m'a pas confirmé que c'est au bar, mais je ne peux pas me... Enfin, peut-être que c'est avec l'ancien système, mais en tout cas, il est certifié. Je ne peux pas vous affirmer que dans toute notre filière, tout se passe comme dans les meilleurs des mondes. Mais tout ce que je veux dire, c'est vraiment de l'endroit qui est le pire. C'est clair qu'on n'est pas parfait. Je ne veux pas vous dire qu'on est parfait, qu'on a trouvé la solution idéale. La déforestation, pour nous, c'est un problème capital. Parce que sans forêt, on n'a pas de pluie. Si on n'a pas de pluie, on n'a pas de cacaoyer. Si on n'a pas de cacaoyer, on n'a pas de fèves, on n'a pas de chocolat.
Non mais c'est magnifique ce que vous me dites là, et en même temps vous faites du business dans un des endroits qui a été le plus déforesté de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la déforestation en Côte d'Ivoire entre 1960 et 2010, qui est la date à laquelle 90%. La date à laquelle nous sommes installés en 2010, il y avait déjà 80% qui avaient été détruites. Mais ceci dit, il faut changer les choses. On n'est pas parfait, mais il faut continuer le combat. Après l'interview, Cargill m'envoie un message ennuyé. Ils ont vérifié, c'est vrai, il n'y a pas encore de code barre sur le cacao du Gwandébé. Mais ils m'affirment que 99% des planteurs sont identifiés et qu'ils seront tous en règle dans 1 an au plus tard. Nous avons voulu savoir ce qu'il se passe dans les régions où le cacao est cultivé légalement, en dehors des plantations clandestines, des forêts classées. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de lutte contre le travail des enfants. Il vise à investir 5 millions d'euros par an. Les autorités ont créé un réseau national de surveillance, réseau auquel participent des ONG de terrain. Ce sont souvent ces ONG qui font le travail le plus efficace. Kwame Assoman travaille pour l'une d'entre elles. Nous sommes à 2 heures de voiture de la capitale, à l'est. Nous, notre rôle, c'est de... Tu comprends, Marcel? Nous, c'est pour aider les enfants qui sont... Tu as des problèmes. Les enfants qui sont en difficulté. Les enfants qui sont maltraités. Les enfants qu'on on prend pour aller faire travail dans le champ de cacao. Ça, là, c'est pas bon. Donc, c'est ce qu'on défend. Je travaille avec le ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Je fais la sensibilisation au niveau des villages, auprès des paysans, contre les enfants qui sont victimes d'exploitation dans la cacaoculture. En Côte d'Ivoire, les enfants sont souvent mobilisés le week-end pour aider leurs parents. Ce n'est pas illégal. Ceux que Kwame pourchasse sont ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école pendant la semaine. Vous nettoyez? Nettoyer quoi? Tu vas à l'école, toi? Tu fais quelle classe? CP2. Les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Si vous le trouvez au champ là-bas, dites-lui que un tonton qui dit, l'État dit, les enfants ne doivent pas travailler au champ, d'accord? Que les enfants doivent aller à l'école. Et plus jamais, je vais vous voir aller au champ. Si vous voulez aller au champ encore, je vais le prendre. Il y a quelqu'un là-bas? Kwame Assoman travaille pour une ONG minuscule financée par des donateurs internationaux. Mais c'est un ancien commerçant de cacao. Il sait parfaitement pourquoi il est parfois si difficile pour les planteurs de scolariser leurs enfants. Ils vont au champ avec vous. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Que c'est attendre que les enfants ramassent pour les regrouper. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les enfants, il y a des activités qu'ils ne doivent pas faire. Si quelqu'un est bien payé, tout le monde a l'argent suffisamment pour scolariser les enfants. Il ne faut pas que les enfants aient travaillé. Quand moi je vais par exemple, et que je leur dis, les enfants doivent aller à l'école, tu poses le problème. C'est vrai, je veux que mon enfant parte à l'école, mais je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que je fais? Ou alors, monsieur, il y a 2, 3, 4, 5 enfants, il n'y a pas de moyens pour les mettre à l'école. Je dis, monsieur, on fait quoi? Parfois, certains planteurs, à force de sacrifices, parviennent à envoyer leurs enfants à l'école avec l'argent du cacao. C'est le cas de M. Zongo. Il travaille dans le cacao depuis 30 ans. Ici, il n'y a pas d'esclaves. M. Zongo est très fier d'un de ses fils, Guélilou. Il réussit à l'école. Il est venu aider son père pendant ses vacances scolaires. Donc toi, tu fais des études? Oui, j'ai fait des études. Des études de quoi? Cette année, j'ai fait histoire. Je viens d'avoir le bac cette année, donc je vais aller continuer l'université. C'est la misère. Pour pouvoir me scolariser, là, souvent, ce sont les problèmes. J'arrive à payer la première tranche, mais les deuxième et troisième tranches, là, ce sont les problèmes. Le prix du cacao, l'argent du cacao, là, c'est dans 2 mois seulement. Après ça, c'est fini. Aux côtés de Guélilou se tient son petit frère. Lui ne va plus du tout à l'école. Son père a dû faire un choix. C'était l'un ou l'autre.
Il n'y a pas l'argent pour l'argent. L'argent, c'est trop petit. Hein? L'année passée, 700. Ou cette année, 750. C'est pas bien. Trop fatigué. Il n'y a pas l'argent. Vous voyez, non? Tu vas balayer jusqu'à rien même, tu ne peux pas marcher encore. Tout est cassé. Il n'y a pas l'argent. C'est pas bon. Les enfants là qui m'ont aidé un peu. Tu vas à l'école? Non. Il a été à l'école, mais il allait. S'il avait les moyens, si ton papa avait les moyens, est-ce que tu préférerais aller à l'école ou travailler? On a un continu de carne au soir, on a un baron. Non, continue. Ouais, Vu qu'il allait continuer ses études. Les industriels vendent 100 milliards de dollars de chocolat chaque année. Un cultivateur de cacao, d'après l'Agence française de développement, gagne moins d'€1 par jour. Il gagnait 3 fois plus dans les années 80. Et si l'arme fatale pour arracher les enfants au travail des champs, c'était tout simplement d'augmenter le prix du cacao? C'est une question qui méritait d'être posée aux industriels du chocolat. Direction Davos, petite ville suisse, prisée des grands patrons. Tous les 2 ans, une multinationale du cacao, Barry Callebaut, réunit les poids lourds de l'industrie. Ils se fixent toujours le même objectif, mettre fin à la grande misère. Et ensuite, ils postent de belles images sur Internet. Personne ne veut que les paysans vivent dans la misère, ou que leurs enfants aient faim ou ne puissent pas aller à l'école. Nous sommes clairs là-dessus. On m'a signifié par mail que je ne suis pas le bienvenu à Chocovision. Mais j'espère quand même pouvoir rentrer, en leur rappelant leurs engagements de transparence et en exhibant une jolie cravate. Mais la sécurité de l'hôtel a eu des consignes me concernant. Pas de caméra. Oui, à l'extérieur de l'hôtel. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Ne causez pas d'ennui, d'accord? Sinon, j'appelle tout de suite la police. Allez-y, appelez la police. Pas de caméra ici. De haute lutte, nous avons conquis une petite place sur le trottoir. Tiens, un ancien ministre du Ghana, à 2 doigts de me parler et puis fermement éloigné. Faut bien le reconnaître, je suis une nuisance. Alors un des organisateurs vient à ma rencontre pour me promettre un interlocuteur. C'est la caméra le problème? Non. Enfin si, les caméras c'est un problème. Mais c'est surtout qu'on ne laisse pas entrer d'autres journalistes que ceux avec lesquels nous sommes déjà en contact. Mais bon, envoyez-moi vos questions et je vous répondrai dès que possible. La question qui me taraude le plus, c'est pourquoi ils n'appliquent toujours pas leurs engagements. En 2001, il y a 18 ans, tous les industriels du chocolat s'étaient engagés à mettre fin au travail des enfants. Ils avaient tous signé un document solennel, notamment à travers la Fondation mondiale du cacao. C'est son porte-parole qu'on envoie sur le parquet. Il est difficile de trouver des solutions simples aux problèmes complexes du travail des enfants. Ok, mais on est d'accord, la solution payer mieux les planteurs, elle n'a jamais été appliquée encore. Nous examinons de près les possibilités d'augmenter les revenus des paysans. 18 ans ont passé et vous réfléchissez encore à ce que vous allez faire dans le futur. Aujourd'hui, vous ne faites rien d'efficace pour réduire la pauvreté. Je ne dirais pas que rien n'est fait. Des entreprises se sont engagées à offrir des primes aux paysans pour augmenter leurs revenus. Le coût des industries du cacao pèse 100 milliards d'euros par an. Les cultivateurs en touchent 6%. Mais c'est suffisant? Ce n'est pas si surprenant pour une matière première. Pensez au coton. Quelle part revient aux paysans quand on achète un jean ou un autre article? Ce n'est pas spécifique au cacao. C'est bon. Je reviens dans 20 ans pour voir si ça s'arrange.
Je reviendrai tous les 20 ans. Ça ira mieux avant, hein, j'espère. Un peu d'argent en plus, c'est plus d'enfants à l'école. C'est mécanique. Au village de Troyes 2, les planteurs investissent leurs maigres revenus dans l'avenir de leurs gosses. Ils se sont même cotisés pour embaucher un enseignant. Dans sa classe, ils sont 200 petits élèves. Table. Oui. Un bon pour lui aussi. Quand on dit un bas là, est-ce qu'on fait papa? Un bas. Ok. C'est quand nous voyons que les enfants vont au champ, on va voir le parent. Ah, les enfants, on vous dit de mettre les enfants à l'école de 6 à 9 ans. Comment est-ce qu'on vous paye? Bon, je suis payé par mois. Par les parents? Oui, par les parents. Ils se cotisent? Oui. Et c'est pas l'État qui vous paye? Non, c'est pas l'État. Parce que l'État n'a pas assez d'argent pour payer des professeurs dans les zones pauvres, comme ça? Voilà. Ici, le rêve de chaque planteur est simple, universel, vieux comme le monde. Arracher son enfant à la certitude de la misère.